Bonjour Benoît Labelle et Louise Razic. Alors nous allons parler avec vous d'une part de votre maison d'édition, puisque vous êtes le créateur un éditeur indépendant, et ça c'est rare, il faut le souligner, des éditions Synchronique Édition. Alors Benoît Labelle, comment vous êtes venu à créer cette maison d'édition? Et Louisa était un petit peu impliquée dedans. Ouais, Ah aussi, alors, comment ouais, l'avez-vous fait tous les deux? Oui, je pense que... alors, moi, je connais Louisa depuis longtemps. C'est devenu ma femme. Et elle m'avait offert un livre qui était une traduction du Tao Te Ching de Lao Tzu. Et c'est un livre que j'ai gardé chez moi pendant plusieurs années sans rien y comprendre ni vraiment être touché par le texte. Et puis, la vie a fait que je suis parti faire un apprentissage en yoga pendant plusieurs mois, pendant 3 mois, avec un professeur qui s'appelait Godfrey Devereux. Et en rentrant, j'ai lu le texte complètement différemment. Enfin bon, ça résonnait avec mon expérience. Et du coup, je me suis mis à traduire le livre. J'avais un peu travaillé dans l'édition auparavant, donc je savais comment ça fonctionnait. Je me suis renseigné, les droits étaient disponibles. Et voilà. Et j'ai pas fait le job que j'avais prévu de faire après. Et je suis devenu éditeur, un peu comme ça. Alors, la spécificité des textes que j'ai dit, des textes classiques pour lesquels il y a très nombreuses traductions, c'est voilà, c'est les choix de traduction. C'est vrai que synchronique, ça veut dire contemporain. Oui. Et donc, je considère que les traductions sont datées dans le temps, et évidemment culturellement, mais et donc une traduction d'aujourd'hui sera peut-être plus bonne dans 50 ans et des traductions d'il y a 50 ans sont pas forcément toujours les meilleures aujourd'hui. C'est vrai que j'essaye d'éditer des passeurs, ce que j'appelle des passeurs, c'est-à-dire des gens qui ont pu rencontrer une culture différente, recevoir un enseignement, recevoir voilà, quelque chose et ils le traduisent pour un public occidental d'aujourd'hui. Louise Razic, vous avez aussi suivi la voie et vous êtes directrice de collection, notamment de la collection Ciels Australes. Et Oui. ce qui va peut-être nous amener justement à parler hein, de ce livre, hein, La légende de Molly Johnson de D.L.A. Purcell. Euh, et vous, votre parcours, il est un peu semblable à celui de votre mari? Mon parcours dans l'édition, c'est beaucoup plus bref. J'ai commencé à travailler avec Benoît il y a 5 ans, malgré le fait que j'étais toujours un peu présent, souvent pour le choix des titres qu'il publiait, il choisissait d'éditer de l'anglais vers le français. Mais moi, j'ai un parcours de danse et yoga et shiatsu, donc j'avais un centre à Paris pendant de nombreuses années. Et après sa fermeture en 2019, je commençais petit à petit à travailler un peu plus avec Benoît. Et j'ai toujours une passion pour la littérature, hein. J'ai fait mes études en littérature et en langue étrangère. Et notamment pour la littérature australienne aborigène, que je commençais à m'intéresser partir de 2017 à peu près, de plus en plus. Et ça fait depuis plusieurs années que je dis à Benoît, j'aimerais bien éditer une collection de littérature aborigène. Je trouve que les voix sont vraiment fortes, euh, très intéressantes et qui méritent surtout d'être entendues. Et ça me touche au niveau personnel en étant australienne. Mon père était réfugié de Tchécoslovaquie après la guerre, mais je suis australienne sans antécédents aborigènes. Mais en étant australienne blanche, il faut bien réfléchir sur l'identité, je pense, c'est important. Et quand on commence à réfléchir sur ça, ça nous amène toujours à la question de la culture aborigène et de questionner un peu la vraie histoire australienne, si je peux l'appeler comme ça. Comment vous avez découvert ce livre de Leah Purcell, qui d'abord, je crois, était une pièce de théâtre? Ça commence en 1893, je crois, Oui. et c'est une époque de colonisation. Alors c'est vrai que la colonisation australienne, pour moi, c'est quelque chose d'assez inconnu. Est-ce qu'on peut placer un peu justement le décor de cette histoire? La colonisation d'Australie avait commencé en 1788 avec l'arrivée de quelques bateaux pleins de prisonnières et une
forces d'ordre qui les géraient en fait. Donc, ils se sont implantés à Sydney, aux alentours de Sydney, et ça a commencé comme ça. Donc, au début, il y avait un peu de curiosité, je pense peut-être même des deux côtés, avec la présence indigène. Et au fur et à mesure, ça basculait vers une histoire assez brutale. En fait, c'était une colonisation assez brutale, très violente. Il y avait une très, très forte résistance aborigène. Mais bien sûr, les colonisateurs avaient des armes, ils avaient des maladies, ils avaient des poisons. Donc, ils ont utilisé beaucoup de choses. C'est une histoire Colonisation, alors anglais, allemand, chinois, j'en oublie. anglais principalement. Il y avait les Chinois, mais ils sont arrivés beaucoup plus tard. Les Afghans qui sont arrivés beaucoup plus tard, mais c'était vraiment principalement anglais. Ouais. Les aborigènes australiens, ils ont jamais été reconnus. L'Australie, c'est fondé juridiquement sur le concept de terra nullius, c'est-à-dire qu'il y avait personne avant. Donc toutes les terres appartiennent à la reine et au roi maintenant. Et au roi maintenant, oui. Les aborigènes australiens ne sont devenus citoyens d'Australie qu'en 1967, Oui, suite à un le référendum. référendum. Et en 2023, il y a eu un nouveau référendum qui proposait aux Australiens d'adjoindre dans la Constitution un organe consultatif pour les affaires aborigènes, c'est-à-dire seraient réunis des représentants des aborigènes pour que quand on fait des lois les concernant, ils puissent dire ce qu'ils en pensaient. Donc, c'est ça, suivant le problème, les programmes commencent et 4 ans plus tard, le gouvernement change et les choses changent. Et Mais c'était en fait quelque chose de vraiment en fait symbolique, qui était reconnaître l'existence et l'importance des aborigènes. Et 3 mois avant le 15 octobre, il y avait 73% dans les sondages des Australiens qui disaient, bah oui, pas de souci. Et puis la machine s'est emballée, il y a eu des fake news et le référendum a été, enfin la question a été rejetée. ça, c'était la première publication dans cette collection, Ciel austral. On avait édité en petit format, brochure, le texte du référendum. Donc, ça s'appelle le Makarata ou The Uluru Statement from the Heart, la déclaration d'Uluru venue du cœur. Et donc, on avait publié ça dans un petit format bilingue. Voilà. Alors on va revenir donc oui à Molly. Alors comment elle se retrouve là-bas? Mais en fait, Molly, elle est née en Australie et son père écossais, mais on ne connaît pas beaucoup de sa mère. Donc, ça, c'est quelque chose qu'on découvre dans le livre. Il y a une autre femme qui s'appelle Louisa Clintoff, qui est anglaise, et elle arrive à Melbourne, d'Angleterre, avec son mari, qui est un ancien soldat, qui a pris une poste de police dans cette ville à côté d'où elle vit, Molly Johnson. Et donc, il y a une rencontre avec ce couple de Clintoff et Molly, et aussi une homme aborigène qui s'appelle Yadaka, qui est en fuite de la police, qui arrive dans le coin. Elle habite seule dans une petite hutte dans le bush avec ses enfants, et son mari, il pratique le transhumance, donc il n'est pas là. Elle est seule avec ses enfants, et voilà. L'environnement n'est quand même pas très facile, hein, loin de là. Ce sont des pionniers. Oui, elle vit dans une pauvreté extrême oui, les pionniers, oui. Vous parliez de Yadaka, l'arborigène. Lui aussi, il a un passé passif, je ne sais pas, assez lourd. Mais en fait, ils ont un peu une même histoire entre les deux et puis surtout un peu les mêmes combats. Oui, certainement. Ils partagent pas mal de choses, en fait, de plus en plus, on découvre. Euh, mais oui, les deux, ils sont en lutte pour des raisons différentes, mais qui deviennent peut-être un peu plus similaires au fur et à mesure dans le déploiement de l'histoire. Oui, Elle, c'est une femme au Oui. 19e siècle en oui. Australie. Et donc, elle a un statut particulier dans la communauté. Et puis, et lui, c'est un aborigène. Donc, il est hors de la communauté des Blancs. Oui, Et elle se sent supérieure au départ. Mais voilà, l'histoire va faire que.
ils se rencontrent. Il y a une modernité dans dans ce récit, dans cette histoire. Bon, aujourd'hui, c'est vrai qu'on parle beaucoup de féminisme, mot qui était, bon, qui est pas nouveau, hein, mais on sent quand même qu'il y a une forte impression de féminisme à l'intérieur de ça, beaucoup de choses pour faire reconnaître la justice et l'émancipation des femmes, mais aussi l'émancipation et la reconnaissance des peuples aborigènes. D'où ça lui vient à Molly, toute cette envie et je dirais, cette passion et cette puissance qu'elle veut pour mener ses combats? Je pense qu'il y a ce côté pionnière qui est survivor. Ouais. C'est- Et qu'elle hérite euh, de son père, je pense. oui, qui hérite de Consciemment, son de père. sa mère probablement. C'est une femme avec un grand amour pour ses enfants et une grande capacité, une grande résilience. Il y a toujours des éléments biographiques dans un roman. Oui, parce que Et Léa Purcell, elle a je veux dire, des origines aborigènes, je Oui, crois, hein. tout à absolument. fait. Ouais. Donc Et Léa, elle a grandi dans une petite ville à Queensland avec une mère aborigène et un père blanc. Mais elle avait 7 ou 8 frères et sœurs, je pense, donc une famille nombreuse et qui sont grandis aussi dans une pauvreté assez, une grande importante, pauvreté hein. Et surtout, importante. son père n'était pas là. Ouais. En fait, il avait une autre famille blanche, et donc il était absent. Et je crois que, de ce que j'ai compris, Léa Purcell s'est beaucoup occupée de sa mère. Mm, Et sa mère s'est aussi beaucoup occupée de ses enfants tant qu'elle le pouvait. Je pense que le personnage du petit garçon, de l'aîné de Léa Purcell, de Molly Johnson, c'est Léa. Lapsus. oui, oui, tout à fait. Ouais. Et par ailleurs, le roman, La légende de Molly Johnson, c'est basé sur une nouvelle d'un auteur classique australien, Henry Lawson, qui donc s'appelle The Drover's Wife. Et c'est une nouvelle qui idéalise un peu la femme dans le bush avec ses Oui. 5 enfants, qui attend le père qui fait la transhumance, etc. Il y a un petit serpent, il y a quelques soucis, etc. Mais c'est un peu la vie. Idéalisée. Voilà, Donc, Léa Purcell, elle prend cette histoire, elle le retourne complètement. Elle met la femme au centre de l'histoire et romancée. romancée. Le lecteur va découvrir dans ce livre à la fois la rudesse de la vie, la rudesse des personnages, la violence aussi, et puis le quotidien. Bon, je vais prendre un exemple, mais l'accouchement de Molly est quelque chose. Ce sont des pages qui sont presque insoutenables, si l'on peut dire. Et puis elle va aller très très loin son combat et dans sa démarche. On est dans cette espèce de violence sans foi ni loi où quand même certaines personnes ont un sens de l'honneur et de règles. C'est le cas de Molly. Oui. Oui, je suis d'accord. Mais C'est euh, c'est un western, c'est pas. Euh, donc ça, oui, il y a certains codes, mais à l'australienne, je Mais dirais. à l'australienne, oui, oui. Oui, Voilà, donc bien on découvre alors, donc je le disais, un peu une fresque historique avec ses accents western, et puis ça nous parle d'identité culturelle, ça nous parle des traditions, ça parle de justice, de la violence faite aux femmes, aux aborigènes également aussi. C'est bien écrit, alors bien traduit, on va dire, parce qu'il y a à la fois des choses très précises, des choses un peu directes, poétiques par moments. On va vivre avec Molly et s'attacher à ses angoisses, à ses peurs, et puis à son combat, et puis surtout à l'amour de ses enfants qu'elle a. Donc, bah, on prend un coup quand même hein, en lisant ce bouquin. oui, oui. Je pense que ça restera quand même dans les mémoires quand vous aurez Oui, passé oui, la, je sais plus combien il y a de pages, mais voilà, 337. Ça se lit quand même assez facilement et assez rapidement parce qu'on est quand même pris par l'histoire. Merci, oui. merci Benoît Labelle et Louise Razic pour nous avoir parlé de ce roman et puis nous présenter Synchronique Édition que l'on va suivre avec attention parce que j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de choses très intéressantes dans votre catalogue et même à venir, C'est si bien. j'ai bien compris tout à l'heure. Tout à fait. Merci. Merci. Oui.